Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une expérience humaine fondamentale, mais à travers un regard vraiment unique, Bonjour. celui de l'hôpital. Hmm. Mais attention, le sujet, c'est pas la médecine en soi. Non, c'est un de ces actes les plus essentiels et pourtant les plus discrets, l'écoute. Oui, et pour guider notre réflexion, on a une source qui est assez particulière. C'est pas une étude clinique ou un grand essai. Non, pas du tout. C'est un texte très court, très dense, de Gilles Besson, qui s'intitule tout simplement L'hôpital. C'est un peu son carnet de bord intime, en fait, C'est ça, sur ce que ce lieu lui a appris, non pas sur les maladies, mais sur les gens. exactement. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble ce texte Hmm. pour voir ce qu'il révèle sur les multiples facettes de l'écoute. Ça va bien au-delà de, simplement entendre des mots. Oui, On va explorer ce qui se joue dans les silences et derrière les paroles des patients d'après lui. l'hôpital devient une sorte de loupe grossissante des relations humaines en fait. C'est une excellente image, la loupe. Parce que la vulnérabilité, la dépendance, la peur, euh, tout est exacerbé là-bas. Et du coup, les besoins de communication, ils deviennent criants. Hmm. Et même si le décor est médical, les leçons, elles, sont universelles. On ne va pas parler de protocole de soins, Non, non. on va parler de la qualité de la présence humaine, de l'écoute comme un acte de reconnaissance. Parfait. Et pour démarrer, l'auteur nous lance directement dans le vif du sujet. Il pose une distraction qui est, je pense, la clé de tout son texte. Oui, il écrit « Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est percevoir ce qui se joue derrière eux ». C'est une phrase qui a l'air simple comme ça, Oui, mais en fait, elle change toute la perspective. Entendre, c'est un processus passif, presque biologique. On reçoit un son. d'accord. Percevoir ce qui se joue derrière, c'est un acte intentionnel, actif. Ça demande de l'attention, de la curiosité. Ah oui, L'auteur nous invite à ne plus être de simples récepteurs, mais des explorateurs du langage de l'autre, quoi. allez voir dans l'arrière-boutique des mots. J'aime bien cette idée. C'est ça. Et pour nous montrer ce que ça veut dire concrètement, il prend l'exemple le plus banal qui soit. Hum. La petite phrase « ça va ». Il la retourne comme un gant et c'est là que le texte devient vraiment percutant. Ah oui, il dit qu'un ça va peut signifier j'ai peur, je ne veux pas déranger, je n'ai pas les mots, aidez-moi. Aidez-moi. Voilà. Et là, quand on lit ça, une simple formule de politesse devient un potentiel SOS. C'est le cœur de sa démonstration sur ce qu'on pourrait appeler le langage codé de la vulnérabilité. Oui, Dans un contexte comme l'hôpital, où le rapport de force est déséquilibré, où on se sent diminué, les mots simples se chargent d'un poids énorme. on n'ose pas déranger. Exactement, le patient ne veut pas être un fardeau. Et l'auteur identifie bien les raisons de ce langage à demi-mot. La pudeur, la fatigue, la crainte. Attendez, c'est très intéressant, mais ça soulève une question presque angoissante. Ah, Si chaque ça va anodin peut cacher un appel à l'aide, comment on fait pour vivre? On ne peut pas passer notre temps à tout suranalyser. non, bien sûr. Comment on sait quand il faut creuser et quand ça va veut juste dire ça va, quoi? C'est une question essentielle. Et la réponse, je pense, elle n'est pas dans l'analyse intellectuelle. Elle est dans la perception. C'est-à-dire, C'est pas une question de déchiffrer un code secret, mais de sentir une dissonance une dissonance. entre les mots prononcés, le ça va, et tout le reste. Le non-verbal. Le non-verbal, exactement. Le ton de la voix, le regard qui fuit, les mains qui se crispent. L'écoute dont parle Besson, c'est une écoute à 360 degrés. Elle inclut le corps, les silences, l'atmosphère. D'accord. C'est là qu'on perçoit la différence. Donc c'est pas une compétence d'analyste, mais une compétence de sensibilité. Et ça demande d'être vraiment présent à la situation. Exactement. Et cette idée de communication indirecte, elle n'est pas du tout limitée à l'hôpital. Ah non, c'est sûr. Pensez au monde de l'entreprise. Un collaborateur qui vous dit « Non, non, tout est sous contrôle sur un projet. Sa voix est tendue. » Voilà. Il répond à vos emails à 2 heures du matin. Ce langage codé, il est partout. Il y a un enjeu, une peur du jugement Une relation hiérarchique. aussi. Le texte de Besson nous donne des clés pour lire ces situations bien au-delà de son contexte d'origine. C'est une invitation à écouter l'implicite. C'est fou ce qu'on peut cacher derrière les mots. Mais ça me fait penser à l'étape d'après. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de mots du tout? Le silence. Le silence. En général, dans nos vies, le silence est perçu comme un vide, un malaise, qu'il faut vite, Comblé. combler. Mais là encore, l'auteur prend le contre-pied total de cette idée. Oui, et c'est un des passages les plus profonds du texte, je trouve. Il écrit cette phrase qui est magnifique. Hmm. J'ai appris aussi que le silence peut être une réponse. Pas un vide, mais un espace.
Le choix du mot « espace » est génial. Il transforme le silence, qui est une notion de manque, l'absence de bruit, en une notion de présence. Un espace, c'est quelque chose qui peut être habité. Un espace. C'est une belle image, mais j'avoue que ça reste un peu abstrait pour moi. Qu'est-ce qu'on met dans cet espace? Mhm. Qu'est-ce qui différencie ce silence-là, ce silence plein, d'un silence juste gênant? Je pense que la différence fondamentale, c'est l'intention et la connexion. Un silence gênant, c'est quand deux personnes sont isolées côte à côte. D'accord, chacun dans sa bulle, voilà. Chacun est dans sa tête, se demandant ce que l'autre pense, cherchant une issue. L'espace dont parle Besson, c'est un espace partagé. C'est un silence qui dit « je suis là, avec toi, et on n'a pas besoin de mots pour le moment ». C'est une sorte de confiance mutuelle, en fait. Précisément. Pour le patient, cet espace peut être un refuge. Il n'a pas besoin de performer, de trouver les mots justes pour rassurer ou expliquer. Il peut juste être. Il peut simplement être avec sa douleur, sa peur ou son soulagement. C'est une pause dans le vacarme de la maladie et des soins. Je vois. C'est une communication non verbale qui peut être bien plus intime qu'une conversation. Ce silence peut contenir une tristesse trop lourde pour les mots, ou une paix qui n'a pas besoin d'eux. Donc, savoir se taire et tenir un silence avec quelqu'un sans paniquer et chercher à le remplir. Oui, C'est une part active de l'écoute. Ce n'est pas une absence d'action, c'est une action en soi. c'est une action très puissante. C'est offrir sa présence sans rien demander en retour, pas même des mots. Et ça, c'est un cadeau immense pour quelqu'un qui se sent peut-être obligé de bien se comporter. D'être un bon patient. Voilà. Justement, pour être capable de décoder les non-dits et d'accueillir le silence comme ça, j'ai l'impression que toutes les formations en communication efficace qu'on voit partout ne suffisent pas. On est au-delà de ça. Oui. Et ça m'amène à une autre distinction cruciale que fait l'auteur, qui est sans doute le pivot de sa pensée. La distinction entre la technique et la posture. Exactement. Il écrit « L'hôpital m'a montré que l'écoute ne se résume pas à une technique. C'est une posture, une disponibilité réelle. » Alors j'avoue que ça me parle, mais ça me questionne. Oui. On nous apprend partout les techniques de l'écoute active. La reformulation, les questions ouvertes. Est-ce qu'il dit que tout ça, c'est inutile? C'est une excellente question. Parce qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. Il ne dit pas que les techniques sont inutiles. D'accord. Mais qu'elles sont secondaires et potentiellement vides de sens si la posture n'est pas la bonne. Une technique, c'est un faire. On peut l'apprendre et l'appliquer mécaniquement. On coche des cases. C'est ça. On peut hocher la tête au bon moment, dire « je comprends » avec l'intonation parfaite tout en pensant à sa liste de courses. Et de l'extérieur, ça a l'air parfait. Oui, mais l'autre sentira que c'est pas authentique. Le courant passe pas. C'est l'écoute robotique en quelque sorte. Voilà. La posture, en revanche, c'est pas un faire, c'est un être. C'est une orientation intérieure. Besson utilise le terme disponibilité réelle. Disponibilité réelle. Disponibilité, ça veut dire qu'on choisit de mettre de côté son propre agenda, ses soucis, son jugement, pour créer un espace mental et émotionnel pour l'autre. Et l'adjectif réel insiste sur l'authenticité. C'est pas un jeu de rôle, c'est un engagement. Donc si je comprends bien, la posture, c'est le pourquoi j'écoute, Oui, parce que je me soucie vraiment de toi à cet instant. Et la technique, c'est le comment, les outils que je peux utiliser. c'est ça. Mais sans le pourquoi, le comment sonne creux. C'est exactement ça. Une posture de disponibilité réelle, même avec des techniques maladroites, sera toujours plus puissante qu'une technique parfaite sans la bonne posture. Parfois, un regard attentif et un silence partagé, qui relèvent de la posture, sont infiniment plus efficaces qu'une reformulation parfaitement exécutée. La posture, c'est la source. Les techniques ne sont que les canaux. D'accord, c'est très clair. Mais alors concrètement, quel est le bénéfice final pour la personne en face? On est à l'hôpital, l'objectif premier, c'est de guérir. Est-ce que cette écoute-là a un véritable impact thérapeutique? Le texte apporte une réponse qui semble toute simple, mais qui est d'une profondeur immense. Il dit « Quand un soignant écoute vraiment, le patient se sent reconnu. Reconnu. » Et parfois, cela suffit à apaiser. Le mot-clé ici, c'est pas « compris » ni « entendu », c'est « reconnu ». C'est vrai que la différence est énorme. Être compris, ça reste au niveau intellectuel. L'autre a saisi l'information. Oui, Être reconnu, c'est existentiel. C'est comme si l'autre disait « je te vois ». exactement. Je te vois en tant que personne entière avec ton histoire, tes peurs, ta dignité. Et pas seulement comme un corps malade, un cas clinique ou un numéro de chambre. Absolument. La reconnaissance valide l'humanité de la personne à un moment où elle peut se sentir réduite à un objet de soin.
Et la suite de la phrase est importante aussi. Parfois, cela suffit à apaiser. L'auteur est très lucide. Il tombe pas dans l'angélisme. Non. Il dit pas que ça guérit le cancer ou que ça répare une fracture, mais ça apaise. Ça allège le fardeau de la solitude face à l'épreuve. Et cet apaisement, lui, a sans doute des effets thérapeutiques indirects. Et c'est ce qui nous mène logiquement à sa conclusion, qui est d'une grande sagesse. Il écrit « L'écoute ne fait pas disparaître la maladie, Mhm. mais elle change profondément l'expérience du soin. » Voilà. C'est le point d'orgue de sa réflexion. Le soin n'est plus seulement une série d'actes techniques appliqués à un corps passif. Ça devient une relation. Pas la pathologie, mais elle prend soin de la personne. Mhm. Elle humanise une expérience qui peut être terriblement déshumanisante, entre les machines, les protocoles, les horaires. Ce qui explique sa toute dernière phrase, très directe. Et cela, aucun protocole ne peut le remplacer. Oui, dans un monde de plus en plus obsédé par la standardisation, l'efficacité, les checklists, c'est une affirmation presque militante. C'est un rappel crucial. Les protocoles sont indispensables pour la sécurité et la qualité des soins techniques. Personne ne conteste ça. Bien sûr. Mais ils ne peuvent pas, par définition, couvrir le champ de l'humain, de l'émotion singulière, de l'imprévu d'une rencontre. L'écoute, cette posture de disponibilité, c'est la part artisanale, sur mesure et irremplaçable du soin. C'est ce qui fait la différence entre traiter une maladie et... Et prendre soin d'une personne. C'est un parcours vraiment éclairant. En partant de ce petit texte, on a redéfini l'écoute, non pas comme une simple compétence, mais comme un véritable art. Oui, Un art qui demande de savoir lire entre les lignes, d'accueillir le silence comme un langage. et surtout d'adopter une posture de présence authentique. Et ce qui est formidable, c'est que l'hôpital n'est qu'un révélateur. Cette loupe grossit des vérités qui s'appliquent partout. Ah, complètement. La difficulté d'écouter un patient qui a peur, c'est la même en moins intense peut-être, Oui, que celle d'écouter un adolescent qui se renferme, un collègue en burn-out ou un ami qui traverse une crise. Les principes sont les mêmes. c'est une vérité universelle qui nous est révélée par une situation extrême. C'est limpide. Et pour terminer, je crois que cette réflexion de Gilles Besson nous laisse avec une question assez vertigineuse pour nos propres vies. Ah oui. Il affirme que cette écoute authentique est irremplaçable et ne peut pas être protocolisée. Or, nous vivons dans un monde qui cherche à tout optimiser, À tout mesurer. à tout mesurer, à tout standardiser pour gagner en efficacité. On optimise nos agendas, nos trajets, nos notifications. On parle même de hacker une relation sociale. Exactement. Alors, la question que ce texte nous renvoie, c'est la suivante. Dans nos vies personnelles et professionnelles, comment peut-on activement protéger et cultiver ces moments d'écoute réels ? Ces espaces de disponibilité qui, par nature, échappent à toute mesure de performance. Quelle valeur est-ce qu'on accorde à ce qui ne peut être ni quantifié ni optimisé ? Et si on essaye de l'optimiser, qu'est-ce qu'on perd en chemin ? C'est une très bonne question. C'est une réflexion à emporter avec soi, bien au-delà des murs de l'hôpital.